Je voulais vous parler en fait d'un archétype qui est intéressant dans les contes aussi, c'est la sorcière maléfique. Donc, pour celles qui étaient... Les belles au bois dormant, c'était qui? Il y en avait des belles au bois dormant. Bon, il y a Maléfice. Il y a Maléfice dans la belle au bois dormant. Donc, elle a un rôle à jouer si elle est là. Forcément. Les contes, ils ne mettent pas des personnages au hasard. Donc ça veut dire que tous ces personnages qui sont vraiment archétypiques, c'est-à-dire ils sont vraiment représentants d'un affect en particulier, sont une personnification en fait d'un affect bien divisé pour qu'on les connaisse bien. Ces personnages-là qui sont dans les contes, ça veut dire qu'ils sont aussi dans notre vie psychique et qu'il faut savoir les reconnaître. Alors, ils ne vont pas se présenter de façon aussi, je dirais, grossière. Mais si vous comprenez le sens de ce qui est maléfique aussi, vous verrez que, comme dans tous archétypes et comme dans tout personnage, même dans nos rêves, nos personnages à nous, il n'y a rien de tout noir et il n'y a rien de tout blanc. Parce que maléfique, elle a quand même... si je fais le lien avec les trois plumes, les deux frères aînés ont quand même poussé Simplet à aller plus loin dans sa personnalité. Il a construit quelque chose grâce aux épreuves qu'il a eues en plus. Maléfique, en fait, elle, effectivement, il y a un nouveau-né, elle lui donne un vœu mortifère. Ça, c'est sûr, c'est pas super. Ceci dit, en fait, là où elle intervient dans le conte véritablement, c'est quand la belle au bois dormant a 15 ans. Et c'est là où effectivement la belle au bois dormant se pique au rouet. En fait, si vous voulez, c'est comme si la mère de la reine, qui a attendu cet enfant depuis si longtemps, elle l'a choyé, elle lui a donné tout ce qu'elle pouvait au niveau matériel, au niveau d'amour. Et à un moment donné, stop, il faut une séparation. Donc si la séparation ne se fait pas de l'intérieur, si la mère ne sait pas faire un pas entre elle et son enfant, c'est à l'extérieur que viendra se mettre une épreuve pour séparer les choses. Et là, Maléfique, elle joue ce rôle-là. Parce qu'effectivement, si vous êtes dans votre vie, et j'en ai rencontré moi dans mes consultations, j'en ai rencontré qui avaient une idéalisation de leur mère. Je ne vous parle pas de quelqu'un qui a 12 ans, je vous parle de quelqu'un qui avait 40 ou 50 ans. Elle idéalisait sa mère. Mais de telle façon qu'elle était dans les pas de sa mère, elle n'était pas elle-même, donc elle n'était pas bien. Et elle n'avait jamais l'impression d'arriver à la hauteur de sa mère, donc elle souffrait. Donc en fait, Maléfice, dans ce conte, intervient aussi pour dire stop à ça. Il faut que ta fille, elle puisse avoir sa propre vie, ses propres expériences. Il ne faut plus que tu sois la trop bonne mère. Pour celle qui a, en psychologie, il y a Winnicott qui avait ce concept que je trouve intéressant, la mère suffisamment bonne. Voilà. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Elle n'est pas parfaite, cette mère suffisamment bonne. Elle n'est pas parfaite, pourquoi? Déjà parce que c'est dur de la faire à la perfection, mais aussi parce que ça va permettre à l'enfant d'aller poser ses propres pas et d'aller combler des choses qu'elle n'a pas eues dans sa vie. Donc quand nous, en tant que mère ou en tant que père, on croit qu'on a mal fait parce qu'effectivement, ah oui, j'ai pas su lui donner ça, j'ai pas su... Quelquefois, c'est utile d'être imparfaite. À partir du moment où, dans le cœur, on a voulu lui donner de l'amour. Donc voilà, alors, elle ne représente pas que ça. Elle représente aussi un aspect très intéressant qui est, vous voyez, Maléfice entre en scène parce qu'elle n'est pas invitée. Et donc, comme elle n'est pas invitée, elle se venge. Eh bien, qu'est-ce qui se passe au niveau des émotions négatives qui sont à l'intérieur de nous, qu'on n'invite pas?
C'est-à-dire, on veut les refouler. On fait comme si ça n'existait pas. Vous avez déjà essayé ? Qu'est-ce qui se passe ? L'émotion négative, elle va faire irruption à un moment donné où vous ne voulez pas que ça fasse irruption du tout. Ça va jaillir et ça va vous faire, dans votre réunion familiale, ça va faire le chaos. Parce que trop souvent, effectivement, on est dans quelque chose de « je me retiens, ah non, ça se dit pas, ça se fait pas, et puis là, si je dis ça, ça va entraîner ça, et puis moi, je ne sais pas comment je vais réagir ». On peut justifier de ne pas... Je ne dis pas qu'il faut balancer nos émotions négatives à la face de l'autre et être dans notre colère, ça serait le chaos aussi, ça serait une sorte de chaos. Mais si moi, j'ai une émotion négative et que je fais comme si elle n'existait pas, c'est là où ça devient dangereux. Si je la prends en compte et que je vais au WC un petit temps pour nettoyer un peu ma chose, pour pas exploser dans une réunion familiale, j'en prends conscience quand même. Et je me dis, je donne rendez-vous plus tard à mon émotion négative, et je lui dis, je reviens te voir plus tard, là c'est pas le moment, mais je lui dis que j'ai bien pris conscience. Si je fais comme si ça n'existait pas, eh bien je suis dans le compte. Je n'invite pas mes émotions négatives. Et qu'est-ce qui se passe ? Irruption. Surtout à une fête. Parce qu'à des fêtes, à Noël, tout ça, des anniversaires, on ne veut pas blesser. Moi, j'entends beaucoup d'histoires de Noël qui se passent vraiment pas bien. Donc, je doute quand même qu'il y a pas mal d'émotions bof qui ne circulent pas du tout et qui sont mises de côté, puis bien se coup. Voilà, elle symbolise ça, en fait. Et plus de toute façon je vais faire une séparation entre mon conscient et mon inconscient, plus je vais créer de l'ombre chez moi. Je vais avoir une grosse ombre. Après, il va falloir travailler sur cette grosse ombre. Plus je fais de dialogue entre le conscient et l'inconscient, plus je conscientise mon ombre. Et mon ombre, je la reconnais telle qu'elle est. C'est tout, ni plus ni moins. Elle existera toujours. Je ne dis pas que si on dialogue avec notre inconscient, notre ombre, elle va disparaître et puis on sera clean, on sera tout blanc. Ça, c'est pas vrai. Mais je vais apprendre à dialoguer avec et je vais plus faire toute une histoire à partir de ça. Et je vais surtout plus avoir peur que ça fasse irruption dans les moments où j'ai pas envie que ça fasse irruption. Voilà. Je crois que vous avez compris. Bon, j'ai envie de vous dire encore une dernière petite chose, enfin, quelques petits trucs. Dans la Belle au bois dormant, elle s'endort. Alors, quelle signification ça peut avoir, ça ? Elle est à ce moment charnière d'un rituel de passage, on pourrait dire, entre l'enfance et l'adulte. Et là, il y a un grand passage dans nos vies. Et on manque absolument de rituels de passage maintenant dans notre société actuelle. On n'est plus en train de créer des choses comme ça. Donc, on est enfant, on est ado très vite, et on est adulte un peu plus tard maintenant. Mais voilà, il n'y a pas une célébration autour de ça, il n'y a rien, quoi. Avant, on célébrait, dans des peuples, on célébrait aussi les lunes, les règles chez les femmes, par exemple. Voilà, toutes les évolutions. Quand l'homme, quand on estimait qu'à 13 ans, il était en capacité effectivement d'aller dans le monde, on l'envoyait dans la forêt pour qu'il fasse ses épreuves. Voilà, tout ça, on n'a pas bien sûr ici. Et dans les contes, on retrouve ces rituels de passage. Et en fait, là, il est assez original, ce rituel de passage, c'est qu'elle se dort. C'est un drôle de rituel. Et qu'est-ce que ça symbolise ? Sa relation avec l'inconscient et avec les rêves, tout ce monde-là, quoi, en fait. Elle a besoin, a priori, de se remettre en contact avec ça. Comme si la vie de royauté qu'elle avait eue l'avait amenée à peut-être trop être dans quelque chose de superficiel. C'est une hypothèse. Mais en tout cas, il faut qu'elle aille dans les profondeurs. Et les profondeurs sont symbolisées par le fait de dormir et sont symbolisées par l'inconscient et les rêves. Voilà. Alors,
Ça vient dire encore une fois qu'il est très important que nous, quand nous sommes dans un passage important, et c'est pas seulement le passage de l'adolescence à l'adulte ou des choses comme ça, mais quand on sent à l'intérieur de nous qu'on est en train de changer, alors prenez du temps pour vous, honorez ça à l'intérieur de vous, je sais pas, écrivez, dessinez, faites tout ce que vous pouvez, allez vous promener dans la nature, écoutez-vous et dialoguez, parce que c'est vraiment très important de respecter ce temps d'introspection. Sinon, vous allez retomber, vous allez repartir dans vos anciens schémas. C'est dommage. Après avoir fait un travail je viens faire émerger l'inconscient au conscient, et puis après, pouf, j'en fais plus rien. C'est vraiment dommage. Juste un petit exemple d'écoute dans les contes. Vous avez déjà vu dans certains contes, il y a les corbeaux. Les corbeaux sont souvent les oiseaux sont souvent des messagers, et les corbeaux représentent l'inconscient, en fait. Et dans un conte qui s'appelle Jean le Fidèle, en fait, pour sauver son roi, il vient d'entendre un dialogue entre deux corbeaux qui prévient en fait de plein de choses. Alors eux, ils préviennent, mais sans affect. Ils disent « Ah bah oui, il va faire ça, ah oui, mais il va lui arriver ça. » Et le valet du roi entend tout. Donc effectivement, après, il veut sauver son roi, quoi. Et alors, les corbeaux représentent vraiment notre inconscient, c'est-à-dire, sans affect, il nous prévient. Mais après, le travail de transformation, ça nous de le faire. Donc c'est là où on a besoin de notre conscient. D'accord ? Et l'inconscient dans les rêves, il nous avertit, en fait, tout le temps, des choses. Mais pas que dans les rêves. Ça peut être dans l'imagination active, bien sûr, aussi, ou dans d'autres manifestations de l'inconscient. Donc ça nous avertit, sans affect, voilà, lui, il fait son boulot. Mais ceci dit, ce qui est intéressant, c'est de voir que toujours les corbeaux, ils sont au bon endroit, au bon moment, pour nous délivrer le message. Et ça, c'est symbolique aussi de quelque chose dans la vie. Dans le conte, ils sont là toujours. Et dans la vie, l'inconscient, il est là. Il suffit de l'écouter. Ne précipitez rien, ne fuyez rien. Il y a un proverbe qui est cité par Jung qui est la précipitation est l'ami du diable. Je la trouve très juste. Je trouve que ce proverbe est très juste. C'est l'ami du diable. Et par exemple, dans un autre conte, non, c'est toujours dans Jean Fidèle, il y a un cheval fougueux qui arrive à un moment donné, justement, et comme Jean Fidèle, le fidèle, il a entendu les corbeaux dire que si le prince allait sur ce cheval fougueux, il l'emporterait dans les airs et quitterait la réalité, en fait. Ça voulait dire ça. Jean le fidèle abat le cheval fougueux. En fait, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça symbolise? Le cheval fougueux sauvage, là, dans le conte, il symbolise justement notre envie de « Ah, j'ai un problème, là j'ai une solution. C'est rapide, tout de suite, j'y vais. Je prends la première solution qui arrive. Parce que c'est tellement insupportable ce qui m'arrive qu'il faut que je trouve à tout prix, tout de suite, une solution. » Alors soyez-en sûrs que plus la situation est urgente, moins il faut se précipiter. C'est vraiment là où il faut prendre du temps. Surtout quand il y a une urgence. Prenez du temps. Parce que là, on est dans la précipitation et on est dans l'impatience et on perd toutes les valeurs féminines, justement, dont je parlais. Et alors, je vais terminer simplement par... le mariage qui symbolise, donc, je vais juste redire, le mariage symbolise la conjonction des opposés. C'est-à-dire que lorsqu'on dit un conte et que ça se finit toujours par un mariage, on a l'impression que c'est « Ah bah oui, c'est un conte de fées ». Ben mince, ils en ont passé des épreuves avant d'arriver là quand même. Alors, nous, si notre vie elle ressemble à un conte de fées, on peut espérer une belle fin parce qu'on en a des épreuves aussi, comme dans les contes de fées. Et ce mariage, c'est vraiment, quand Jung parle de la conjonction des opposés,
partie de moi. Donc voilà, c'est le mariage qui est symbolisé par l'anneau. L'anneau, c'est un cercle, et il vient dire, voilà, tout se réunit là, tout est complet, le début, la fin. Tout est complet. Merci. Moi, j'ai eu l'impression que les contes dont je me suis gorgée enfant, j'ai eu l'impression qu'ils m'ont forgée. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression plus que c'est ces contes-là qui m'ont forgée plutôt que l'impression de m'être dirigée vers des contes qui me ressemblaient. Et alors peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je me suis dit que j'ai regretté finalement, je me suis dit quand même, Cendrillon, dire oui tout le temps, machin, jamais s'écouter, nanani, bah voilà où t'en es maintenant. Belle au bois dormant, machin, voilà, tac, elle tombe dans les... Je me suis dit, mais est-ce que si j'avais eu d'autres contes, est-ce que j'aurais pas été plus... est-ce que j'aurais pas su dire non plus rapidement? Est-ce que j'aurais pas eu besoin de faire tout ce travail ensuite, quoi? En fait, les contes et nous, c'est une rencontre. Donc c'est eux qui viennent à toi, mais c'est toi qui vas vers eux aussi. Tu vois, c'est vraiment une rencontre. Sinon, tu les laisses tomber et ils ne te nourrissent pas autant. En tout cas, ce qui est intéressant aussi dans cette notion de toujours celle qui dit oui ou toujours celui qui dit oui, c'est la demande. Hein, c'est ça qui est important à chaque fois et qui, pouf, fait basculer la chose dans le conte. J'ai envie juste de revenir sur l'échange de tout à l'heure. Et en fait, je me rends compte que, par exemple, j'ai toujours omis que Cendrillon, au moment où elle est désespérée, elle appelle sa marraine. Donc là, vous en avez parlé. Vous avez dit c'est la demande qui a créé le retour de l'univers. Je me suis dit, c'est vrai que c'est drôle, moi j'ai pas retenu cette affaire. Donc effectivement, cette rencontre-là, c'est-à-dire que moi, l'essentiel du message, je l'ai entendu dans il faut dire oui. Je l'ai pas entendu dans il faut demander. Voilà. Et c'est ça qui est important, c'est effectivement qu'est-ce qu'on a retenu. Oui. Aussi pour et qu'est-ce qu'on a omis. Pour moi, la révélation de la marraine, marraine, elle n'avait pas de merci beaucoup, elle arrivait par miracle. Comment? Pour moi aussi, la marraine, je me comprends, elle arrivait comme ça. C'était pas une demande, elle arrivait par miracle, comme ça. Je vais t'aider. Mais il y a une demande, il y a vraiment un désir, voilà. Il y a déjà le désir et après il y a une demande. Hein, parce qu'elle est désespérée, Cendrillon, à ce moment-là. Elle est désespérée de ne pas pouvoir y aller au bal. En fait, c'est son désespoir, parce que là, elle a tellement envie, elle fait éclater son désespoir. Et là, les choses peuvent se produire. Et elle peut aller jusqu'au bout de sa demande.